Lors des attentats de Saint-Jean-sur-le-Richelieu et d'Ottawa les 20 et 22 octobre dernier, le Canada était la cible de personnes qu'on qualifie de loups solitaires. Ce sont des personnes qui se sont radicalisées elles-mêmes, sans appartenance ou de lien direct avec des groupes terroristes particuliers. Bien souvent, ils se sont radicalisés par des voies virtuelles de l'Internet et des médias sociaux. Et ces moyens de communication, bien des groupes y ont recours, mais rares sont ceux qui les ont utilisés avec autant de moyens et de succès que le groupe État islamique, qui a pris son ancrage en Irak et en Syrie depuis plusieurs mois maintenant. Un groupe qui les a mis, ces moyens de communication, au cœur de sa stratégie. Donc, pour comprendre un peu mieux cette utilisation des médias sociaux par le groupe État islamique, j'ai avec moi aujourd'hui André Caron, qui est professeur au département de communication de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Les groupes terroristes islamistes, comme d'autres, ont misé longtemps sur le darknet, des réseaux virtuels, mi-privés, anonymes. Al-Qaïda, on les a vus, on les voyait de temps à autre à la télévision. Là, maintenant, avec le groupe État islamique, les médias sociaux les rendent très présents, les rendent très actifs. Qu'est-ce que ça leur donne comme impact que les autres groupes n'avaient pas? Il faut bien se situer que Al-Qaïda, c'était il y a 15 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de Twitter. Ces réseaux-là n'existent que depuis une dizaine d'années à peu près en ce moment. Ouais. Et ils avaient une stratégie, Al-Qaïda, à cette époque-là, vraiment du leader, si on peut dire Ben Laden, qui, lui, devait être vu, revu de temps en temps. Et donc, la télévision se prêtait bien pour ce genre de propagande-là. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce groupe a vraiment maîtrisé tous les outils de communication d'une façon très, très sophistiquée. D'une part, on ne voit pas un visage d'un leader, donc on voit un drapeau noir avec une écriture en blanc. Et on pourrait presque dire que c'est pour des Occidentaux comme nous, un peu ignares des langues étrangères, on pourrait dire, on pourrait remplacer ça par un crâne avec deux os. Oui, comme celui des pirates, par exemple. Des pirates, là, par exemple, et on pourrait tout de suite, symboliquement, en tout cas, faire l'association telle quelle. Donc, presque n'importe qui ou sous-groupe peut tout simplement montrer ce drapeau-là, puis se dire partie se dévoiler, s'identifier. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'était très habile parce qu'ils n'ont pas à remettre, si on peut dire, un visage toujours vivant, non vieillissant, etc. Et tout ce qu'on fait avec les stratégies d'élimination de numéro 1, numéro 2, etc. Donc, au niveau de cette symbolique-là, c'est très intéressant ce qu'ils ont décidé de faire. Et c'est aussi une situation où les réseaux s'alimentent, mais s'alimentent aussi des médias traditionnels. C'est-à-dire que ceux qui s'imaginent que uniquement les réseaux virtuels sont la recette secrète se trompe un peu parce que si on ne reprend pas dans les médias traditionnels ce qui se passe sur les réseaux médiatiques, on échappe des choses. Il y a des images qui sont moins percutantes, il y a toutes sortes de choses comme ça. Et on crée des controverses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le sens où, lorsque les médias traditionnels doivent montrer de l'information, ils doivent décider est-ce qu'on montre vraiment la décapitation ou non. Et donc, ça devient une nouvelle sur une nouvelle. Et donc, on alimente... L'effet multiplicateur. C'est exactement un effet multiplicateur. C'est donc cette amplification-là que les réseaux sociaux permettent de faire et de réussir assez bien. L'autre chose, vous parliez du Darknet. En allant sur les réseaux comme Twitter, Facebook, etc., évidemment, on lance un filet beaucoup plus large et on est capable donc de ramener, si on peut dire, des recrues potentielles. Et c'est là qu'ils sont aussi assez efficaces. Puis pourtant, c'est une règle de marketing la plus banale qu'on peut dire, c'est keep your name before the public. C'est garder son nom, son branding bien évident. Alors, les choses catastrophiques qui sont arrivées à Ottawa il n'y a pas longtemps, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, etc., évidemment, ont eu, au niveau de l'univers, une couverture énorme parce que là, on avait un pays qui a toujours été considéré comme protégé ou en tout cas moins impliqué, etc., qui était maintenant infiltré, si on peut dire, par ce mouvement-là. Alors, ce n'est plus juste un phénomène syrien ou irakien, c'est un phénomène maintenant qui peut frapper à n'importe quelle porte. Une diffusion beaucoup plus vaste, essentiellement. Justement, quel est
l'arsenal médiatique du groupe État islamique? On sait qu'ils ont une revue, un magazine, ils utilisent Twitter, Facebook, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont surtout une stratégie d'être présents. S'ils réussissent à recruter, même si c'est un nombre infime de jeunes adolescents ou jeunes adultes qui sont en crise, qui sont en demande et tout ça, moi, je ne négligerais pas de mentionner que ce n'est pas uniquement du virtuel, autrement dit. Oui, oui. Il y a du face-à-face. C'est-à-dire que si on recrute une adolescente de 16 ans, par exemple, en Autriche, on en a parlé un petit peu dans les médias de ça, et qu'on essaie de l'isoler de ses parents et de son entourage, et là, on trouve quelqu'un d'autre dans son environnement qui peut aussi l'influencer et tout ça, on a vraiment une recette qui est explosive. C'est-à-dire que, d'une part, on trouve l'âme sœur pour cette personne-là, et d'autre part, on alimente au niveau des réseaux virtuels le message et la propagande qu'on veut bien que cette personne-là ait. Il y a David Thompson, un journaliste français qui a écrit Les Français djihadistes, et il dit, je le cite, « Toutes les productions médiatiques de l'État islamique reprennent les codes cinématographiques occidentaux sur la narration, sur la réalisation. » Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça? Ben, ça veut dire qu'il parle notre langue, c'est-à-dire qu'il nous touche dans des codes qu'on connaît. Si on avait essayé de nous parler dans leur propre code et tout ça, il y aurait eu un écart de compréhension. Et là, nos codes sont très manipulateurs aussi. Hein? Je veux dire, montrer telle image dans tel contexte, à tel éclairage, ça donne un effet qui peut être très différent. Donc, il les maîtrise bien, puis je crois, parce que d'une certaine façon, avec ce qui a été démontré, la plupart dans les vidéos, la plupart des membres de cette communauté-là sont des Occidentaux, ou sont des Anglais, par exemple, d'Angleterre, etc. Donc, ce sont des gens qui ont la maîtrise de ces choses-là et qui sont capables de... Mais qu'est-ce que ça donne? Parce qu'évidemment, c'est loin d'être tout le monde qui a vu ce genre de propagande ou de matériel médiatique-là. Ce sont des films bien léchés, des films catchy, excusez-moi l'anglicisme. Oui. Non, ce sont des... C'est une grammaire et un vocabulaire qu'on saisit facilement et qu'on peut... mais ça joue toujours sur deux niveaux. Alors, par exemple, on va montrer les enfants qui ont été gazés en Syrie, des images horribles pour nous déstabiliser. Puis, par après, on va dire, oui, mais on peut avoir le paradis sur Terre si on devient fervent, etc., si on respecte ces lois-là, si on fait ci, si on fait ça. Alors, d'une certaine façon, ils essaient d'éclipser, je dirais, la compassion. Éclipser la compassion. C'est-à-dire qu'on déshumanise les gestes qu'on doit poser, qui sont des gestes qu'on ne ferait jamais. J'ai tué un enfant, égorgé une femme, un homme, etc. Ce sont des choses qu'on peut pas s'imaginer dans nos réalités à nous qui peuvent se produire. Mais en éclipsant cette dimension-là de compassion, je dis, c'est Dieu qui me demande de faire ça. Il y a une autorité suprême qui me permet de faire ça d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas moi qui le fais, dans le fond, je le fais pour ou au nom d'eux. Et le média vient convaincre, vient rendre ça acceptable pour certaines personnes. Oui, c'est ça. C'est qu'il vient, il pose un terrain de manipulation, puis un terrain on peut dire, de violence qui vont d'abord nous atteindre, pour après ça nous dire, oui, mais il y a une réponse à ça, il y a une façon de ne pas être violent comme ça. Puis c'est les infidèles qui commettent ces choses-là. Si vous devenez fidèle, à ce moment-là, vous serez récompensé. Oui, il y a quand même une ironie pour un groupe islamiste, fondamentaliste, rigoriste, qui est très anti-occidental et qui utilise des moyens très occidentaux, finalement. Tout à fait, tout à fait. Vous avez parlé de recrutement tout à l'heure, c'est une dimension importante de la stratégie de l'État islamique. Selon les informations du Service canadien de renseignement et de sécurité, SCRS, les extrémistes violents, inspirés par le discours terroriste, proviendraient de toutes les strates de la société. Mais en même temps, quand on utilise au départ beaucoup les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne rejoint pas nécessairement davantage un segment plus jeune
de la société. Vous avez parlé de l'effet amplificateur des médias, mais au départ, ceux qui sont aux premières lignes, si on veut, dans la réception du message, est-ce qu'on ne rejoint pas plus les jeunes? Bien, je pense que oui, mais je pense qu'on rejoint plus les jeunes parce que ce sont ceux aussi qui remettent le plus en question leur réalité, leurs conditions de vie, qui ont des rêves, qui veulent soit devenir des héros ou bien ils veulent peut-être faire quelque chose d'humanitaire extraordinaire. Et il y a 1000 fois plus d'exemples de ça du bon côté, si on peut dire, que du mauvais côté. Oui. Alors donc, les adolescents sont vulnérables à ça. Les jeunes adultes aussi, je veux dire. Et donc, ce sont ceux aussi qui sont très présents sur ces réseaux-là et surtout qui se relancent beaucoup en tant que tels. Donc, oui, d'une certaine façon, les jeunes sont plus exposés. Et pour terminer, est-ce faire la police du net, de l'Internet, est une vaste question. Et bon, ces groupes-là sont très présents sur Facebook, Twitter, ailleurs. Est-ce que c'est possible de policer? Est-ce que c'est possible de bloquer ou déjà d'enrayer d'emblée l'expansion du message sur les réseaux sociaux ou c'est mission impossible? Bien, ça revient aussi à votre première question sur l'importance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que dernièrement, les Twitter, Facebook, Google, etc., ont fermé des comptes, si on peut dire, de ces groupes-là. Ils agissent. Et ces groupes-là les ont menacés de mort. Hein? Ils ont vraiment... parce qu'ils savent que c'est leur... En anglais, on dit un lifeline, hein? C'est leur ligne de vie d'une certaine façon. Là. Si on réussit vraiment à les bloquer de ça, on diminue de beaucoup leur importance en tant que tel. Donc, est-ce que c'est possible vraiment de le faire? Probablement pas à 100%, mais il y a moyen de rendre ça un peu plus compliqué, ça c'est certain. Et beaucoup de choses, c'est que les gens soient sensibilisés à l'existence même de ces choses-là, puis que les parents, puis en tout cas tous les adultes, puis tout ça en général, soient aux aguets un peu de ce côté-là. Effectivement. Il y a même eu des campagnes utilisées contre cette stratégie-là en disant « n'allez pas voir les vidéos ». Évidemment, ce n'est pas une garantie de succès, mais il y a déjà une contre-offensive, si on veut, qui est menée directement sur les réseaux sociaux. André Caron, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci.